Merci beaucoup de vos paroles d'accueil. Merci de m'avoir invité. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que ce projet, c'est Roland Biache en effet, qui m'a mis en relation avec vous. Ce projet Jeunes des Deux Rives est magnifique, qui fédère, comme vous l'avez dit, vos différentes organisations. Et en plus, j'ai appris tout à l'heure, en arrivant, que vous avez eu l'opportunité, la chance de discuter avec un grand ami à moi qui est Benjamin Stora. Et donc, je suis heureux de prolonger un peu, sans doute pour une part, sur un autre terrain, avec une approche complémentaire, ce que vous avez pu échanger avec nous. Alors, je vais d'abord vous présenter l'Observatoire de la laïcité. L'Observatoire de la laïcité qui existe depuis 5 ans. J'ai été nommé par le président Hollande et renouvelé par le président Macron. C'est une organisation consultative. Ça veut dire que nous donnons des avis, mais le gouvernement ou le Parlement font ce qu'ils veulent. C'est une organisation indépendante, même si nous avons des moyens de fonctionnement, 4 contrats, des bureaux, un budget de fonctionnement fourni par les services du Premier ministre. Nous ne sommes pas un service du Premier ministre. Nous disons, et nous avons jusqu'ici, avec parfois quelques conflits, je pense notamment à un ancien Premier ministre, nous avons dit et écrit ce que nous voulions. Nous avons donc 4 parlementaires, nous sommes pluripartisans, 2 majorités, 2 oppositions, 2 Sénats, 2 Assemblées nationales. Nous avons 7 représentants des ministères les plus directement concernés par les questions de laïcité, on va dire tous les ministères de santé, l'éducation, la justice, la solidarité, l'intérieur, les affaires étrangères. Et puis le reste des personnalités qualifiées, d'expériences très diverses, ce qui nous apporte beaucoup et je pense améliore la qualité de ce que nous pouvons donner dans nos études ou dans nos avis. Ces personnalités qualifiées, il y a l'inspecteur général de l'éducation nationale, Nathalie Appéré qui est maire de Rennes, une dame qui est vice-présidente du MEDEF, une vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature, et puis des personnalités qui sont, je le disais en aparté avant notre réunion, qui sont connues pour leur propre histoire, pour leur propre action, qui n'est pas directement liée à l'Observatoire, mais qui justifie au fond qu'il et elle soient là. Il y a d'abord Daniel Maximin, qui est un poète et écrivain antillais, qui a été l'exécuteur testamentaire d'Aimé Césaire. Et ensuite Dunia Bouzard, qui a commencé sa vie comme éducatrice de jeunes enfants à la PJJ, qui a ensuite passé des diplômes et monté un centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Il y a également Abdenour Bidar, qui écrit régulièrement dans l'Observateur, qui est un inspecteur de l'éducation nationale, qui a contribué beaucoup dans l'Observatoire et à côté de l'Observatoire à mettre en place les dispositifs de ces dernières années. C'est un philosophe musulman et qui a fondé un mouvement qui s'appelle Fraternité Générale. Voilà, pour vous citer 3 de nos personnalités les plus connues. Alors, quelles sont nos missions? La première mission, et c'est pour ça que l'Observatoire a été créé, pour ça qu'on s'appelle Observatoire, c'est d'observer, c'est-à-dire de dresser un état des lieux de la laïcité, aussi rigoureux, aussi honnête, aussi impartial que possible, parce qu'il se dit beaucoup de bêtises et il y a beaucoup de fantasmes qui circulent. C'est un très gros travail qui se concrétise chaque année par un rapport que nous remettons au Premier ministre et au Président de la République. Généralement vers le mois d'avril-mai, puisque nous avons été institués en avril 2013, donc pour nous, c'est la première année, c'est 2013-2014. Tous les documents dont je vais vous parler sont librement consultables et téléchargeable sur Internet, sur notre site laïcité.gouv.fr. Mais vous pouvez aussi les avoir en version papier. Alors le rapport annuel, c'est 500 pages cette année, mais vous avez une synthèse d'une 20aine de pages. Pourquoi c'est aussi gros que ça? Parce qu'on veut donner aux citoyens, au-delà même des élus, des responsables associatifs, des parlementaires, on veut donner à chacune et à chacun la possibilité de s'informer et de se faire son opinion. Donc, pratiquement toutes les notes, sauf si elles ont un caractère absolument confidentiel et ce ne sont pas abouties, que nous faisons en interne sont sur notre site. Chaque année, nous avons au moins une fois par an une audition des grandes associations historiques de la laïcité, Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, Libre Pensée, mais aussi des autres associations plus récentes. Nous avons une audition des principales obédiences maçonniques et nous recevons les représentants des principaux cultes. Et donc ces comptes rendus, évidemment validés par les intervenants, mais ils disent des choses, même si parfois certains sont plus prudents à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est leur droit. En tout cas, c'est mis sur le site et vous pouvez voir
l'image, les problèmes, les avis que ces différents groupes ont. Nous avons aussi l'association d'éducation populaire, les Franca, les CVA, etc. Et puis nous avons la remontée des ministères. Chaque année, les ministères nous disent qu'est-ce qu'ils constatent, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'ils suggèrent. Et puis nos propres déplacements, je le disais à plusieurs d'entre vous, je fais 2 à 3 réunions comme celle-ci par semaine. Et Nicolas Cadette, le rapporteur général aussi, plus quelques-uns de nos membres qui tournent de temps en temps. J'ajoute que ma fonction est non rémunérée et bénévole comme celle des membres de l'Observatoire. Alors, quel est le constat que nous faisons? Et on n'a pas beaucoup changé depuis le début, simplement ce qu'on a perçu au début, ça s'accentue pour le positif et ça s'aggrave pour le négatif. Quel est notre diagnostic? Il tient à trois idées. Première idée, et ça c'est extraordinairement positif. Il y a dans ce pays, depuis quelques années, beaucoup plus, non seulement de responsables, de citoyens qui s'intéressent à la laïcité. Avant, on parlait de la laïcité de manière rituelle. Vive la laïcité, vive la République, puis après on passait au reste. Maintenant, on ne passe plus au reste. C'est quoi la laïcité? En quoi ça permet de vivre ensemble? Comment il faut l'appliquer avec discernement? Et les gens veulent vraiment se former, s'informer. Je le vois à la masse des réunions qu'on fait. Et ça, c'est effectivement une conséquence indirecte des attentats. Je répète toujours que la meilleure laïcité du monde n'empêchera pas les attentats ni les dérives djihadistes, mais ça nous permet à nous tous de savoir ce qu'on veut, comment on veut fabriquer de la citoyenneté, comment on veut fabriquer du vivre ensemble. Ça, c'est le constat positif et ça augmente. Et je suis frappé de voir de plus en plus de gens compétents, informés et ayant réfléchi. Nous avons publié dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier un sondage que nous avons fait réaliser sur 2000 personnes. On pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Ce que nous constatons, nous avons demandé aux gens, c'était un peu un quiz au début, qu'est-ce que c'est que la laïcité? Sur beaucoup de sujets, les gens ont la bonne réponse. Mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, puis ils se racontent parfois n'importe quoi. Alors ils sont plus ou moins informés, suivant l'âge, la classe sociale, le niveau d'études, mais tous considèrent que la laïcité c'est hyper important, et la majorité d'entre eux sait à peu près ce que c'est. Après, on les a interrogés sur comment ils pensaient que les principes de laïcité étaient appliqués dans la pratique. Et là, on voit qu'il y a une très grande distance, qui est ressentie plus par des jeunes de quartiers défavorisés, par des jeunes de culture musulmane, par exemple, que par les autres fractions de la population. Donc, la laïcité, c'est important, c'est ce qui permet de faire vivre la République. On sait à peu près, et je vous dirai tout à l'heure en quoi ça consiste concrètement, mais on est frappé de voir qu'il y a souvent une distance assez grande entre la pratique et les principes. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que les tensions, les crispations autour de la gestion des faits religieux, pas seulement de la laïcité, s'aggravent fortement en France depuis quelques années. À notre avis, c'est en partie le reflet des tensions, de la violence, des crispations qu'il y a dans la société française sur beaucoup de sujets, comme on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas nouveau. C'est quelque chose que moi je percevais depuis longtemps, qu'il y avait avec des problèmes objectifs très durs, et puis des frustrations, des insatisfactions, des inégalités. Et donc ça rejaillit sur la laïcité, qui en plus est un sujet assez identitaire par rapport à ses convictions religieuses, par rapport à l'image qu'on se fait de la France. Et sauf que ça nous préoccupe parce qu'il devient souvent difficile d'en parler calmement et sereinement, notamment dans le débat politico-médiatique national, où les médias jouent un rôle sur ce sujet comme sur d'autres, globalement, pas tous, tragiques. Je n'hésite pas à employer ce mot-là, parce qu'ils font le sensationnel, l'émotif, le rapide, pas de contextualisation, pas de vérification. On a fait 2 séminaires sur ce sujet, notamment un avec des jeunes de l'école de journalisme de Paris, futurs journalistes, donc je pense que ça c'est utile parce qu'on s'aime pour l'avenir. Et j'ai juste vous donner un exemple. Là aussi, dans le débat français, de quoi on a parlé en termes de laïcité depuis quelques années? Du burkini et les crèches de Noël. Est-ce que vous croyez que c'est le seul sujet important? En plus, le burkini, ce n'est pas une question de laïcité, c'est une question d'ordre public. Il n'y a pas de tenue laïque. Donc, on a eu le burkini, sur lequel un certain nombre de maires avaient pris des arrêtés d'interdiction. Nous avons expliqué à l'Observatoire que ça n'avait aucun sens, et ils se sont fait annuler par le Conseil d'État. Mais entre-temps, ça fait le tour de la planète. Et ça a été utilisé évidemment pour dire, voyez comment la France traite les femmes musulmanes qui veulent simplement aller à la plage. Et dans ce climat-là, un matin, j'ouvre la radio et j'entends affrontement intercommunautaire en Corse. La communauté corse contre la communauté maghrébine.
Et ça tourne en boucle. Je suis interrogé, je prends mon temps pour vérifier les faits avant de parler. Ce que devraient faire les journalistes et les politiques, et ce que ni les uns ni les autres ne font. Et les politiques aussi en vrai, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais il y a des affrontements intercommunautaires en Corse, ça prouve que la laïcité est menacée, que l'islamisme est à nos portes, etc., etc. Sans disposer de privilèges particuliers, en 1h30, 2 heures, j'ai à peu près compris. J'ai appelé des amis corses et j'ai appelé le sous-préfet de Bastia, parce que ça se passait près de Bastia. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Sur une petite crique, un petit groupe de jeunes corses d'origine marocaine, sans qu'il y ait de personnes en burkini d'ailleurs, est sur la plage. Un touriste arrive qui les photographie de la plage, il les photographie. Ça les énerve, ils s'engueulent. Bon, il se trouve que le touriste est belge, ce n'est pas être anti-belge de dire ça, mais c'est la cerise amusante sur le gâteau. Il revient au village principal et dit c'est scandaleux, ils se sont appropriés la plage, et il part avec un groupe de Corses qui disent on va expliquer que ce n'est pas les Corses marocains qui doivent monopoliser la plage. Et donc échange de propos, de noms d'oiseaux et de quelques coups. C'est ça, les affrontements intercommunautaires en Corse. J'ajoute que le leader des Corses avait un petit casier judiciaire, comme d'ailleurs le leader des Corses marocains, et en plus ils avaient été au même lycée. Voilà les affrontements intercommunautaires en Corse. Donc on a tout un travail à faire pour retourner aux réalités. Un approfondissement, une prise de conscience, un engagement formidable, qui me rend très optimiste pour l'avenir, parce que les meilleurs défenseurs de la laïcité, c'est les citoyens s'ils se l'approprient. Des tensions qui s'aggravent. Alors la question c'est, est-ce que ça va plus mal aujourd'hui qu'hier? Est-ce qu'il y a plus d'atteintes à la laïcité? Ce que tout le monde à peu près a tendance à dire, mais disons, nous n'en sommes pas certains. Parce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une atteinte à la laïcité? Comment on les mesure, d'où elles viennent, etc. On a des indications. Un sondage sur les cadres et les chefs d'entreprise qui dit que dans les grandes entreprises, ça a plutôt tendance à diminuer. Une enquête de la Fédération des hôpitaux de France, faite il y a 2 ans, très intéressante. Ils avaient posé une question qui nous avait semblé un peu bizarre, mais c'était leur choix, pour des responsables d'hôpitaux et cliniques. Est-ce que vous avez eu connaissance au cours de l'année écoulée de préoccupations liées à la gestion du fer religieux? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, n'empêche que les gens interrogés, eux, ont une idée. À un tiers, ils ont dit oui, ce qui est énorme. Deuxième question. Parmi ces cas de préoccupation liés à la gestion du fait religieux, combien de cas de conflit? 10%. 10% d'un tiers, ça fait 3%, Et ces conflits ont été résolus par le dialogue dans la plupart des cas. Donc si on prend la première question, ça va très mal, et si on prend le fond des choses, ça va plutôt bien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à régler et qu'il ne faille pas les régler. Voilà pour notre diagnostic, qui est notre première mission. Deuxième mission, c'est former. Nous sommes à disposition pour des formations partout. Je le dis pour vous, on en a évoqué avec quelques-uns d'entre vous, pour vous disiez autour de vous. Et puis on publie des guides qui sont aussi sur notre site. Il y en a un que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives. Vous voyez que ce n'est pas très épais. Donc on en a un pour les structures socio-éducatives qui nous concernent plus directement. On en a un pour les collectivités locales, qui concerne à la fois les élus et les agents des collectivités locales, et ceux qui aspirent à être élus. On en a un pour les hôpitaux publics, on en a un pour l'entreprise, et puis on en a un autre sur les questions de vie en société, qui sont liées à la laïcité, mais pas tout à fait la laïcité, ou pas que la laïcité, comme égalité entre les femmes et les hommes. Comment se présentent nos brochures? Première partie, que dit le droit? Que dit la loi? Nous sommes dans un état de droit. Il faut d'abord connaître le droit et l'appliquer. Deuxièmement, que dit la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements du Conseil d'État ou de la Cour de cassation? Elle est très abondante. Il y a énormément de points qui permettent d'éclairer les situations. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit? Où là, nous disons ce qui nous paraît certain d'après le droit, de bon sens d'après la loi ou des bonnes pratiques. Et nous pensons qu'il faut appliquer le droit avec fermeté, parce que s'il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort ou de celui qui fait pression sur les autres, mais avec sérénité. Et pas avec une espèce d'agressivité permanente dès qu'on rencontre un problème. C'est d'ailleurs évident pour vous dans vos métiers, mais ça devrait être évident, c'est évident aussi à l'éducation nationale. Il faut d'abord dialoguer et comprendre avant de prendre une position, éventuellement de sanctionner. 2 cas concrets qui se posent en général, on le verra dans vos structures de manière un peu plus précise si vous le souhaitez. Les cantines scolaires, je dis bien les cantines scolaires et pas les cantines d'internat, les repas dans les mecs, etc. etc. Qu'est-ce que nous disons sur les cantines scolaires? D'abord qu'il n'y a pas de loi sur les menus. Ça paraît bizarre, mais ça s'explique parce que la cantine scolaire est un service public
facultatif. Ça veut dire que les communes ne sont pas obligées de le faire. Donc elles le font pour la plupart quand elles peuvent. Donc il n'y a pas d'obligation. Et nous disons-nous, alors là les mots sont très importants, nous n'employons pas l'expression repas de substitution parce que ça vise uniquement une demande à caractère religieux, c'est-à-dire des musulmans ou des juifs qui ne veulent pas manger de viande de porc à qui on propose quelque chose. Nous voulons que la laïcité rassemble tous les cas de figure, autant qu'elle le peut, sans discriminer, différencier. Donc on dit, bien sûr ça peut poser des problèmes matériels et de coûts, il faut offrir du choix. Le choix c'est bon pour la santé. Le choix, ça veut dire avec viande ou sans viande, ça permet aux végétariens de ne pas manger de viande. Ça permet aux jeunes qui, un jour donné, ne veulent pas manger de viande ou d'autre chose, d'avoir le choix, et ça permet aux jeunes, juifs et musulmans, en tout cas ceux d'entre eux qui considèrent qu'il ne faut pas manger de viande de porc, de ne pas manger de viande de porc. Donc on a une solution qui rassemble. La demande des végétariens, c'est ni mieux ni moins bien que la demande des juifs ou des musulmans. Donc dans la mesure où on le peut, c'est une solution qu'évidemment des tas de municipalités ont trouvée bien avant que l'Observatoire existe. Qu'elle soit de droite, de gauche ou du centre. Mais malheureusement, c'est utilisé régulièrement par certains à droite comme un instrument de division, comme un instrument politicien. Je prends le cas du maire de Chalon-sur-Saône, qui en plus est vice-président de l'Association des maires de France, qui n'est pas tout à fait rien, qui est revenu entre deux tours d'une élection, comme par hasard, sur une pratique de servir des menus différenciés, qui existait à Chalon-sur-Saône depuis Dominique Perben, qui était du même parti que le maire actuel, qui a été ministre de la Justice, qui existait depuis 1983, donc c'était sans doute une commune qu'il avait fait très tôt. Il a dit non, la laïcité, c'est que tout le monde mange du porc, ou bien, comme le disait un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, s'ils ne veulent pas de porc, ils n'ont qu'à reprendre 2 fois les frites. Il a été évidemment attaqué devant les tribunaux. Le tribunal administratif, ça c'est intéressant pour votre réflexion en général, a tenu un raisonnement très intéressant, le tribunal administratif de Dijon, première instance. Il a dit ceci: la France est signataire et a ratifié la Charte internationale des droits de l'enfant, qui, entre autres choses, dit en substance qu'on doit toujours chercher dans les décisions, à quelque niveau que ce soit, ce qui privilégie l'intérêt de l'enfant. Et il a dit le maire de Chalon-sur-Saône, dans cette décision, n'a pas cherché d'abord l'intérêt de l'enfant. C'est venu en appel, à la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a tenu un raisonnement différent, mais qui n'est pas contradictoire, qui a dit qu'il n'y a rien dans la laïcité qui interdise de servir des repas différenciés. Mais il a fallu qu'on ait ces 2 jugements, et je n'ai pas de doute sur le fait que ce sera confirmé par le Conseil d'État, pour qu'on revienne à ce qui est du simple bon sens. Il y a beaucoup de choses, mesdames et messieurs, qui sont du simple bon sens, dès lors qu'on applique avec bienveillance et respect les principes de la laïcité. Deuxième exemple, les demandes de congés pour des motifs à caractère religieux en dehors des fêtes légalement chômées ou des fêtes qui peuvent être accordées dans la fonction publique en fonction d'une circulaire. Là encore, une demande de RTT pour un motif à caractère religieux, c'est ni mieux ni moins bien qu'une demande de RTT parce qu'on a un deuil, un problème dans la famille, un enfant malade, une obligation administrative. Il faut avoir un critère objectif, aussi objectif que possible. Le manager doit se demander s'il dit oui à cette demande, est-ce que ça va perturber le fonctionnement du service, de l'atelier, du magasin. À ce moment-là, il est en droit de dire non. Si ça ne perturbe pas, il doit normalement dire oui. Alors, il y a des problèmes plus difficiles que vous rencontrez dans votre secteur, mais je veux dire des choses comme ça, avec un peu de bon sens, et en cherchant non pas des réactions épidermiques ou idéologiques, peuvent se régler. Je voulais vous citer ces quelques exemples. Je voulais vous dire aussi, dans l'action d'Observatoire, que nous remettons chaque année, enfin nous faisons un concours pour le prix de la laïcité, d'ailleurs plusieurs fois des fédérations de la Ligue de l'enseignement ont gagné. Il y a 120 à 130 projets par an, des individus, des collectivités locales, des associations, des collèges, des lycées. Et donc on est à chaque fois très embarrassé parce qu'on a au moins 20 ou 25 dossiers qui nous paraissent excellents, donc on multiplie les mentions, généralement on fait 4, 5 ou 6. Je vais vous donner 2 exemples sur cette année. Le prix, donc la plus haute récompense, c'est-à-dire oui, une association de femmes de la région de Bordeaux, qui fait à la fois de l'accueil, de l'insertion, de la formation professionnelle, de l'alphabétisation, de l'aide face aux violences faites aux femmes, pour 83 nationalités. Et après un long débat interne sur comment appliquer les principes de laïcité, elles ont publié dans 6 ou 7 langues, pour les 83 nationalités, un petit document sur qu'est-ce que c'est que la laïcité. Et elles ont fait une pièce de théâtre pour le rendre plus vivant. Mention spéciale pour un lycée professionnel d'Antibes. Je crois que c'était de la réparation navale. Eux, ils ont fait quelque chose de très original, ils ont fait un rap.
Ils ont fait un rap et ils ont travaillé avec leurs profs. Tout ce qu'ils disent dans leur rap sur la laïcité est parfaitement juste et exact juridiquement. En plus, ils sont bons, ils dansent bien, ils chantent bien, et leur ambition, c'est d'aller à l'Eurovision. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle aussi de ce genre d'initiative, et pas seulement du Burkini ou des crèches de Noël, qui ne sont quand même pas le seul sujet qui nous occupe. J'en viens maintenant à la définition de la laïcité. Je voudrais vraiment que vous repartiez de notre échange et de mon propos convaincu que ça n'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que parfois les gens racontent n'importe quoi, parfois ils l'attirent dans une conception qui n'est pas la vérité, où ils la manipulent. Quand l'extrême droite parle de laïcité, c'est clairement anti-musulman, anti-arabe. Ce n'est pas la laïcité, évidemment. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Alors c'est une distinction qui est importante pour bien comprendre. On dit c'est une valeur, pas tout à fait. Ce qui est une valeur, c'est liberté, égalité, fraternité. La laïcité, c'est un principe politique. Politique, ça vient du grec, ça veut dire qu'il touche la vie de la cité, donc c'est un principe qui est très large, qui se traduit naturellement par des règles juridiques, et qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le premier dans l'histoire, et le premier par ordre d'importance, c'est la liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer ses convictions, même dans l'espace public, à condition de ne pas troubler la vie collective, troubler ce qu'on appelle l'ordre public. Liberté de culte. La laïcité, la loi de 1905, n'est pas une loi anti-religieuse, au contraire, elle garantit la liberté de culte de pratiquer sa religion. Et quand vous regardez la surface de la planète, croire, pas croire, changer de religion, liberté de culte pour toutes les religions, on se rend compte que c'est un bien assez précieux qui n'est pas répandu partout. Et je vais rester un instant sur ce premier pilier en vous faisant vraiment un flash ultra rapide sur quelques éléments d'histoire, pour que vous compreniez pourquoi cette liberté vient en premier. Quand je parle de l'histoire de la laïcité, j'ai toujours envie de remonter à la Renaissance. Alors ça paraît bizarre, évidemment le mot n'existait pas, et l'idée non plus. Sauf qu'à la Renaissance, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Des hommes et quelques femmes ont décidé de penser par eux-mêmes, de remettre en cause leurs préjugés, de remettre en cause les dogmes scientifiques ou religieux. Et ça, c'est la démarche laïque. C'est de ne pas céder à l'émotion, c'est faire appel à la raison et s'émanciper de ses préjugés. C'est pour ça que je parle de la Renaissance. Alors bien sûr, il y a eu les Lumières, il y a eu la Révolution française, et là, le premier pilier de liberté, il est là, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 10, qui dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » C'est la règle pour toutes les libertés, liberté d'expression, politique, philosophique, syndicale. Il y a une deuxième limite, qui est l'article 4, la liberté que chacun s'arrête, là où elle met en péril la liberté d'autrui. Donc la règle, c'est la liberté, les limites, c'est l'ordre public, le fonctionnement collectif, et puis la liberté des autres. Dans ce rappel historique, une fois qu'il y a la Révolution française, il y a une longue bataille tout au cours du 19e et du 20e siècle, qui est essentiellement une bataille, et ça nous différencie d'autres pays, parce que leur histoire n'est pas la même. La bataille en France, elle est entre l'Église catholique et l'État. Puis quand la République arrive, entre l'Église catholique et la République. Et il y a 2 terrains de bataille, qui sont politiquement, idéologiquement et parfois physiquement très violents. Le premier terrain de bataille, c'est est-ce qu'il y a une loi religieuse dictée par l'Église catholique qui s'impose à la loi civile, à la loi démocratique? En bonne laïcité, la réponse est non. Mais l'Église ne l'accepte pas du jour au lendemain. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui forme les consciences? Est-ce que c'est des écoles privées, des écoles confessionnelles, ou est-ce que c'est des écoles publiques? Et c'est en France, principalement l'école publique, les lois de Jules Ferry des années 80. Et puis on arrive à la loi de 1905, 9 décembre, qui est la séparation des églises et de l'État. L'Église n'a pas à dicter à l'État sa conduite, et l'État n'a pas non plus à dicter aux églises leur organisation. Il y a un débat qui existe encore un peu aujourd'hui entre deux camps dans la laïcité, ceux qui sont anticléricaux, contre la fleur du clergé, voire même anti-religieux. Alors on ne cite pas dans les débats qui sont passionnants pour ceux qui l'histoire intéresse la phrase de Marx, la religion est l'opium du peuple, mais l'idée n'est pas loin. Et les partisans de cette thèse, comme Émile Combes, comme Maurice Allard, député du Var, remarquable orateur, comme Chabert, député de Lyon, enfin du Rhône, disent on a séparé les églises et l'État, mais il faut éradiquer la religion. Donc le débat porte sur un point qui peut paraître complètement ridicule, mais qui est riche d'enseignements, c'est la question de faut-il autoriser ou interdire la soutane des curés.
Chabert, député du Rhône, interpelle Aristide Briand, qui avec Jaurès et Clémenceau est le partisan de la laïcité qui va triompher dans cette loi, la laïcité de liberté, la laïcité d'apaisement. Et donc il interpelle Aristide Briand, le rapporteur, en disant « Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour le travail magnifique que vous avez accompli, vous-même, les membres de la commission, mais vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié d'interdire la soutane des curés. » Pas du tout, répond Briand. C'est tout à fait délibéré. N'ayez aucun doute que si l'Église y trouvait son compte, l'imagination combinée des curés et des tailleurs trouverait une autre manière de se faire reconnaître. Et il ajoutait, nous n'allons quand même pas nous donner le ridicule de contrôler les tenues en public. Et il ajoutait aussi, par une boutade, mais qui en dit long sur l'esprit de la laïcité, tout le monde a le droit de porter les soutanes, même les curés. Ce débat n'est pas achevé, il faut du temps pour que l'Église catholique l'accepte, même si beaucoup de catholiques l'acceptent, qui se font d'ailleurs excommunier quand ils ont voté le 105. Le débat n'est pas épuisé. La question, c'est le financement de l'enseignement privé par des fonds publics ou pas, qui donne lieu à des manifestations, des pétitions. Je n'insiste pas là-dessus. En tout cas, la loi Debré, qui est toujours en vigueur, dit, et une partie des laïcs ne l'accepte pas, voudrait qu'elle change. L'école privée peut être subventionnée à condition, 1, qu'elle accepte tous les enfants sans distinction, 2, qu'elle respecte les programmes de l'éducation nationale, et 3, qu'elle se soumette au contrôle de l'éducation nationale. Il y a un débat, certains se satisfaisant de ce point d'équilibre, d'autres pensant qu'il faut revenir. Mais en 1989, il se passe quelque chose qui va changer le lieu du débat. C'est un principal qui, à Creil, expulse 3 jeunes filles parce qu'elles portaient le foulard et qu'elles refusaient de l'enlever. Ce qui est très intéressant sur le plan du fonctionnement médiatique et politique, il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il faut attendre quelques jours pour qu'un journal local relate les faits, mais de manière assez factuelle. Et un journaliste de Libé qui doit habiter dans le coin, qui a lu le journal, se dit « Oula, c'est une grosse affaire ». Il fait un article de fond. Et tous les journaux s'enflamment. Ça fait la une de tout, l'Observateur, l'Express, le Point. 500 journalistes du monde entier viennent là. Et nos chers intellectuels, qui ne sont pas avares de grandes formules, se traitent de Vichy de l'école républicaine, Munich de la pensée, etc. Dans un premier temps, le gouvernement, appliquant les recommandations du Conseil d'État, dit en l'absence de loi, il faut essayer de dialoguer, de regarder au cas par cas. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de contentieux, beaucoup de débats dans les tribunaux administratifs et beaucoup de difficultés. C'est pourquoi, après une commission qui s'appelle la commission Stasi, il a voté une loi qui est discutable, et qui est encore discutée aujourd'hui, du point de vue de la laïcité, qui interdit de manifester ostensiblement, c'est-à-dire de manière visible, par opposition à ostentatoire, qui est de manière provocatrice, ses convictions religieuses. Donc, ce n'est pas une interdiction absolue. Une petite croix, par exemple, n'est pas interdite. Donc, cette loi, qui est critiquée, encore une fois, au nom de la liberté, a en tout cas un mérite, c'est que depuis, il n'y a plus de contentieux dans les tribunaux, et il y a très peu de conflits. Et puis, on parle quelquefois de la loi de 2010, qui interdit de dissimuler son visage en public, qui s'applique d'ailleurs aux casseurs, avec cagoule ou casque de moto sans moto, mais qui est la loi dite anti-burqa ou anti-niqab. Ce n'est pas une loi laïque. C'est une loi de sécurité. C'est une loi d'interaction sociale. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes soumis à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une convention internationale qui contrôle si on porte une atteinte justifiée ou pas, excessive ou pas à la liberté. La loi de 2004, il n'y a aucun problème. La loi de 2010, ça a été évidemment un débat beaucoup plus fort. Et en gros, si j'ai décrit le langage des juges, ça a été jusque-là, mais pas plus loin. Et est-ce qu'il fallait vraiment faire une loi? Si quelqu'un dissimule son visage en public, ça pose un problème, il faut lui demander de montrer son visage. Peut-être pas besoin d'une loi. Mais ils ont eu ce raisonnement qui est d'une extraordinaire audace pour des juges, parce qu'ils ne s'appuient pas sur un texte. Ils disent ne pas dissimuler son visage fait partie du vivre ensemble tel qu'on le conçoit en France. Donc de l'interaction sociale. En France, pas dans le monde entier. Et j'ai trouvé ce raisonnement très intéressant, très profond. Parce qu'il n'y a aucun texte qui définit ce vivre ensemble, ni le texte européen, ni le texte français. Alors pourquoi ces questions de laïcité sont si controversées? Et je finirai par ça. Non, pardon, j'ai oublié ma définition en route. Je me suis resté à liberté, je vous ai fait un bras d'histoire. Et je vais revenir au deuxième pilier de la laïcité, qui est la neutralité de l'État. Premier pilier, liberté, de conscience. Deuxième pilier, neutralité de l'État. L'État n'a pas marqué de préférence religieuse. C'est pour nous
dans notre système français, une garantie d'égalité. On n'a pas besoin d'être de la bonne religion, du bon parti ou du bon syndicat pour faire valoir ses droits. Mais c'est la neutralité des services publics, y compris des agents privés qui ont une mission de service public et dans le secteur socio-éducatif. Je sais que ça pose quelques questions de savoir si on est dans une mission de service public ou pas, on pourra en discuter tout à l'heure, si vous le souhaitez. Mais c'est la neutralité, encore une fois, des agents de l'État, mais ce n'est pas la neutralité des usagers. J'ai fait il y a quelques années une formation pour des préfets sur ce sujet de laïcité, et j'ai un préfet qui a levé la main en disant « Monsieur le Président, je suis très vigilant sur la neutralité des services publics. » Bravo, Monsieur le Préfet. Et il poursuit. L'autre jour, j'ai avisé une dame qui avait un foulard, qui faisait la queue à un guichet de la préfecture. Je lui ai dit « Madame, vous quittez la préfecture, vous quittez votre foulard. » J'ai dit « Zéro, Monsieur le Préfet. » Si elle fait du prosélytisme, si elle perturbe l'ordre public, si elle dérange, oui. Et sinon, elle a parfaitement le droit de venir comme usager avec le foulard. Ça s'applique d'ailleurs ce même principe aux mamans accompagnatrices, enfin aux parents accompagnateurs, c'est-à-dire en fait aux mamans accompagnatrices, c'est-à-dire en fait aux mamans accompagnatrices avec foulard de sortie scolaire. Elles ne sont pas tenues à la neutralité, contrairement à ce qui est souvent raconté parfois à des niveaux élevés. On pourra aussi en parler, mais il y a là-dessus une étude du Conseil d'État qui est sans ambiguïté. Donc la neutralité de l'État, pas des usagers. Troisième pilier, qui rejoint beaucoup les actions que vous menez ou du consortium que vous formez, la citoyenneté. Il n'y a pas de loi sur la citoyenneté, il y en a sur l'égalité. La citoyenneté, ça se construit justement par des actions comme celles que vous menez, que vous encouragez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous différents. De couleur de peau, d'origine, de conviction, d'appartenance religieuse, de sympathie politique. Et nous affirmons que cette diversité, ces différences sont une source de richesse. À une condition, c'est que nous n'oublions pas que nous sommes toutes et tous, femmes et hommes, d'abord, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Citoyen, c'est l'appellation qu'on se donnait à la Révolution française pour montrer la fraternité. Vous voyez comment la laïcité met en œuvre liberté, égalité, fraternité. Et si c'est aussi tendu que cela, c'est parce qu'on touche à des questions qui sont la discrimination, qui sont la ségrégation dans un certain nombre de quartiers, qui sont une plaie bien au-delà de la laïcité pour notre vivre ensemble. Et l'effort principal, au-delà de la laïcité qu'il faut faire, c'est retrouver, développer la mixité sociale, la mixité scolaire. C'est difficile, mais c'est un combat central pour nous. Jaurès le disait déjà, la République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. La deuxième question, bien entendu, c'est la question de l'islam et du foulard, sur lequel il y a une fixation du débat français. Ce que nous disons, nous, au-delà des discussions philosophiques, historiques, théologiques, c'est que nous prenons des situations concrètes. Qu'est-ce que c'est que la situation concrète? C'est que l'immense majorité de nos compatriotes de culture ou de religion musulmane vivent leur foi tranquillement sans poser de problème à personne. Alors bien sûr, il y a des attentats comme au nom de l'islam, complètement défigurés. Bien sûr, il y a des idéalistes. Bien sûr, il y a des formes fondamentalistes dans l'islam comme dans les autres religions. Mais il ne faut pas tout mélanger. Et nous avons toujours le même critère. C'est la liberté. Donc, est-ce que cette liberté est garantie? Est-ce que cette liberté porte atteinte à celle d'autrui? Très concrètement sur le foulard, c'est tout à fait légitime qu'on ait un débat philosophique, politique, idéologique, féministe sur quel sens on accorde le foulard, à condition d'en parler aussi avec les jeunes filles ou les femmes qui portent le foulard, à condition de regarder ce que disent les études. Mais le débat est parfaitement libre. Simplement, le droit, c'est la liberté. Donc concrètement sur le foulard, la laïcité, c'est la liberté de porter le foulard si on veut, et de ne pas le porter si on ne veut pas. Et cette deuxième liberté n'est pas toujours garantie. Et puis la troisième question, c'est celle de l'identité nationale, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la France dans une économie mondialisée, dominée par les finances spéculatives? Qu'est-ce que c'est que la France dans une Europe qui nous déçoit, il y en a qu'on puisse dire? Qu'est-ce que c'est que la France qui est devenue décentralisée? Il n'y a plus une seule règle, une ligne partout, c'était plus simple. Et il faut répondre à ces questions. Il faut répondre à ces questions. Moi, je vous dis comment je le fais. La France, c'est d'abord une langue, qui est quelque chose qui est répandu dans le monde entier. C'est ensuite une histoire qui doit être assumée, avec ses grands moments et ses mauvais moments. Et une histoire qui doit être partagée. Et je rejoins là sans doute des sujets que Benjamin Stora a traités devant vous. Alors, je ne sais pas s'il prend cet exemple-là, moi je prends Abdelkader. Abdelkader, dans les livres d'histoire, soit on n'en parle pas, soit on dit qu'il s'est battu vigoureusement contre la colonisation française, soit éventuellement on dit en plus il y avait un truc folklorique, c'est la Smala d'Abdelkader.
Or, la smala, c'est un sens politique. Pour eux, à l'époque, c'est qu'il y a la tente du chef et toutes les autres tentes à équidistance. Ce n'est pas du folklore, c'est un signe politique. Mais surtout, aucun livre d'histoire ne dit qu'après avoir combattu la colonisation française, Abdelkader est devenu partisan des valeurs de la République française. Il est devenu franc-maçon et il a protégé les chrétiens qui étaient attaqués par des musulmans anciens. Donc il faut raconter toute l'histoire d'Abdelkader. De la même manière, quand on parle de la guerre, prendre par exemple la guerre mondiale, la première, Verdun. Savez-vous quel est le prénom le plus répandu et de loin dans les tombes des soldats français? Mohamed. Qui le sait? Qui le dit? Martin vient loin derrière. Donc c'est toute l'histoire, c'est pas un morceau d'histoire. Pour que les jeunes qui sont nés en France mais pas d'origine française ou qui sont naturalisés se l'approprient aussi. On l'a en partage, qu'on soit des Français ou naturalisés, mais on a toute l'histoire et pas seulement un morceau d'histoire. Et puis bien sûr, c'est la République et la laïcité. Le sondage dont je parlais montre que les Français y sont attachés. C'est la volonté de vivre ensemble, qui doit être, comme le disait Benjamin Constant et Ernest Renan, un référendum de tous les jours. Et puis ça devrait être à mes yeux un projet. Ce que j'ai dit là peut être partagé par tous. Après, il y a des projets politiques. Et je voudrais terminer par une citation de François Mitterrand sur l'identité de la France. Qui est une citation très ancienne. Vous savez que j'ai travaillé avec lui comme secrétaire général de l'Élysée pendant 9 ans. Donc c'est un colloque à la Sorbonne le 18 mai 1987, plus de 30 ans. Et il dit ceci: qu'est-ce qui nous oblige à considérer que nous devons nous placer de nous-mêmes dans un musée, objet derrière une vitre, auquel personne ne pourra toucher? Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germain, un peu juif, un peu italien, un peu espagnol, un peu portugais. Et je me demande si nous ne sommes pas déjà un peu arabes. Je reconnais, voici une phrase inquiétante. C'est celle-là qui sera épinglée. Ayant compris cela, je souhaite qu'à travers les générations, les Français qui viendront après moi, fiers quand même de ce qu'ont été ceux d'avant, considèrent que ceux d'après, ceux du siècle prochain, seront plus forts, seront plus riches de culture, seront des Français plus proches de l'universel et donc de la compréhension des affaires du monde. Je vous remercie.